Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui en gare de Polizo, dans l'Aube, pour assurer le départ d'un train chargé de malt d'orge en direction du port de Rouen. Il est 7 heures en ce mardi matin de printemps et après le démarrage de notre locomotive du jour, nous débutons la manœuvre de mise en tête. L'agent de desserte, qui nous accompagnera tout au long de ce trajet, vient de procéder à la fermeture du passage à niveau 36 en sortie de gare et nous autorise à tirer en direction de la voie unique. Arrêt au dégagement de cet aiguillage et nous effectuons un changement de cabine. L'itinéraire est tracé et le passage à niveau fermé. Nous pouvons nous mettre en marche en direction de la rame située sur l'installation terminale embranchée de la gare. Les wagons étant bien immobilisés, nous sommes autorisés à nous mettre en tête directement. Légère compression des tampons afin de réaliser l'attelage et nouveau changement de cabine. Après réalisation de l'ensemble des procédures de sécurité, sur lesquelles nous reviendrons au cours de ce trajet, c'est peu avant 8 heures que nous sommes autorisés à nous engager sur la VUTR, voie unique à trafic restreint en direction de Troyes.
majorité des embranchements particuliers, dont l'entretien incombe au client et non à SNCF Réseau, la vitesse est limitée à 6 km/h jusqu'au dégagement de cet aiguillage. L'agent de desserte reste positionné en gare et nous arrêtera par radio une fois cet aiguillage dégagé afin de remettre en place toutes les installations de sécurité. Taquet dérailleur, cadenas et verrous divers afin de rétablir la continuité de la voie pour la prochaine desserte. Le profil, en légère pente, nous permet de nous assurer de la bonne marche du train et de maintenir sur l'air la vitesse de 6 km/h. Cette sortie d'embranchement, peu palpitante, est l'occasion de revenir sur ce début de journée. Quelques jours plus tôt, nous avons donc été commandés pour effectuer ce train numéro 415-802 entre Polizeau et le triage de Bobigny, en région parisienne. Hier, n'ayant pas de train à assurer, c'est après un parcours comme simple voyageur que nous avons passé la nuit à l'hôtel en gare de Troyes. Ce matin, vers 6 h, un taxi nous attendait pour nous acheminer, avec l'agent de desserte, jusqu'en gare de Polizeau, pour un trajet avoisinant les 45 minutes. Pour se rendre sur les embranchements particuliers non accessibles en train de voyageurs, ces trajets sont parfois effectués en voiture de service avec l'agent de desserte. Mais dans ce cas précis à Polizeau, l'agent devant nous accompagner en cabine jusqu'à Troyes afin d'effectuer la fermeture des passages à niveau, le trajet s'est fait en taxi. Une fois à Polizeau, nous avons effectué la préparation courante de notre locomotive, stationnée en gare depuis la livraison de la rame vide 3 jours auparavant. Pendant ces 20 minutes d'essai, l'agent de desserte a effectué ce qu'on appelle la RAT, reconnaissance de l'aptitude au transport. C'est une étape cruciale aujourd'hui, car le client a géré l'intégralité du chargement en totale autonomie sur son embranchement particulier, en déplaçant les wagons grâce à son propre locotracteur de manœuvre. Comme aucun agent de l'entreprise ferroviaire n'était présent lors de ces opérations, la règle est simple. On doit tout vérifier avant de prendre le départ sur le réseau ferré national. Lors de cette visite de sécurité, l'agent va faire le tour de chaque wagon pour contrôler plusieurs points critiques. D'abord les ouvrant, en s'assurant que toutes les trappes supérieures de chargement et inférieures de déchargement sont parfaitement fermées et verrouillées. Puis l'état général des châssis et des bogies pour repérer d'éventuelles pièces pendantes. Il vérifie également la bonne tension des attelages à vis, le raccordement correct des accouplements pneumatiques de la conduite générale, l'ouverture de tous les robinets d'arrêt, sans oublier d'assurer la signalisation d'arrière sur le dernier wagon. Il prend enfin connaissance du chargement du train grâce aux données transmises par le client lui-même. Attention toutefois à ne pas confondre cette visite avec l'essai de frein complet, qui est une opération totalement à part. L'essai de frein se fait une fois la locomotive de ligne raccordée à la rame. On vérifie d'abord le serrage de tous les véhicules normalement freinés, puis la continuité de la conduite générale, et au retour, le desserrage de tous les wagons. C'est seulement à l'issue de toutes ces opérations que sera établi le bulletin de freinage, permettant au conducteur de connaître la composition exacte du train et de déterminer le coefficient de décélération du KVB, le contrôle de vitesse par balise. Après un échange de dépêches avec l'agent de circulation du poste 1 de Troyes, l'autorisation de mouvement nous est ensuite délivrée pour nous engager sur la VUTR. Nous voilà partis pour un trajet d'une quarantaine de kilomètres jusqu'en gare de Troyes.
peut observer, à gauche, les vestiges d'une ancienne ligne télégraphique. Avant l'électricité, pour envoyer un message en France, il fallait lever les yeux au ciel. On utilisait le télégraphe optique de Claude Chappe, un réseau de tours espacé de 10 km, surmonté de grands bras articulés. Les opérateurs modifiaient leur position selon un dictionnaire secret, et des guetteurs se transmettaient le signal de proche en proche à la lunette astronomique. Bien que performant, ce système devenait aveugle la nuit, s'interrompait au moindre brouillard et exigeait une grande main-d'œuvre. Au printemps 1845, après des essais concluants entre Paris et Rouen, la première liaison électrique régulière est branchée le 11 mai vers Saint-Germain-en-Laye. Pour ne pas perturber les opérateurs, les inventeurs Foy et Breguet conçoivent un cadran à aiguilles qui imite visuellement les bras de Chappe. Très vite, le réseau s'ouvre au public et la France adopte le code Morse pour se connecter à l'Europe. C'est le long des voies ferrées que cette infrastructure se standardise. Le décor devient familier, des poteaux en sapin espacés de 50 mètres, des traverses en chêne et des coupelles en porcelaine de Limoges pour empêcher le courant de fuir dans le sol par temps de pluie. Chaque fil a son rôle, des longues distances au sommet jusqu'aux cloches des garde-barrières en bas. Pour éviter les interférences électriques entre ces lignes parallèles, les techniciens inventent le tricotage, croisant les fils tous les 4 ou 5 poteaux. Ce réseau va aussi unifier l'heure en France, alors qu'elle variait d'une ville à l'autre au rythme du soleil. Chaque matin, l'Observatoire de Paris envoie une impulsion électrique pour synchroniser les horloges des gares. C'est là qu'apparaît la règle des 5 minutes d'avance. Pour garantir la ponctualité, l'intérieur des gares affichait l'heure de la capitale avancée de 5 minutes, tandis que l'extérieur restait à l'heure locale. Ce décalage disparaîtra à la fin du XIXe siècle, avec la loi imposant une heure unique pour tout le pays. Ce télégraphe ferroviaire s'efface dès les années 1920 avec l'arrivée du téléphone, avant que le code Morse ne soit définitivement abandonné par la SNCF dans les années 1960 au profit de liaisons radio et plus tard de la fibre optique. Aujourd'hui, les seuls vestiges de cette aventure restent ces anciens poteaux nus que l'on croise encore parfois au bord des lignes. Après avoir croisé la pancarte annonçant le passage à niveau 33, nous franchissons ici l'Ours, une rivière de 100 km de long qui prend sa source en Haute-Marne, sur le plateau de Langres, avant de serpenter à travers la côte des Barres. Ce terroir viticole de 8000 hectares se distingue par son sous-sol argilo-calcaire, truffé de fossiles marins identiques à celui de Chablis, idéal pour le pinot noir qui y règne à plus de 80%. L'Ours est un affluent direct de la Seine en rive droite, et leur confluence se dessine justement ici, à proximité de Celles-sur-Ours. Bien qu'elle soit calme aujourd'hui, cette rivière a longtemps été une force de travail majeure pour la région. Dès le Moyen-Âge, son débit régulier faisait tourner de nombreux moulins à grains avant de servir au flottage du bois destiné à chauffer la capitale. Voici maintenant la pancarte « Commande radio », indiquant à l'agent d'accompagnement de procéder à la fermeture du passage à niveau 33.
Avant de s'élancer sur cette ligne, il doit récupérer, en gare de Troyes, ce qu'on appelle une sacoche de desserte. Elle contient notamment la radio portative VHF, dont la seule fonction est de télécommander la fermeture des passages à niveau à franchissement conditionnel comme celui-ci. Sur notre gauche, les deux feux verts sont bien allumés, ce qui nous confirme, de loin, la fermeture du passage à niveau. En cas d'extinction de ces signaux, il faudrait vérifier visuellement l'abaissement des barrières avant de pouvoir le franchir. Le relèvement des barrières est ensuite automatique lorsque le dernier wagon aura franchi l'installation. Pour les traversées routières à faible trafic, il est fait usage de pancartes S imposant aux conducteurs de siffler à leur approche, de jour comme de nuit. Les automobilistes doivent quant à eux respecter un stop avant de franchir la voie. Nous franchissons enfin l'Ars, une autre rivière de 26 km qui se jette dans la Seine quelques mètres seulement sur notre gauche. La circulation sur une VUTR est un peu particulière. Elle est soumise à une consigne qui définit les conditions d'exploitation, et les différences avec les circulations sur les lignes à double voie classiques sont nombreuses. Cette ligne est placée sous l'autorité de l'agent circulation du poste 1 de Troyes, désigné comme le chef de ligne. L'agent de desserte, qui prend place en cabine, donne au conducteur les informations relatives à la sécurité, comme par exemple la vitesse limite, qui n'excède jamais 50 km/h. Avant le départ, un briefing est réalisé. Dans notre cas, il nous est rappelé que la vitesse est limitée à 30 km/h sur l'ensemble de la ligne, sans autre particularité. Parfois, des restrictions de vitesse inférieure sont prescrites pour le franchissement d'ouvrages d'art ou d'aiguillage. Il n'y a pas de signaux sur le terrain, hormis ceux implantés à l'entrée et à la sortie de la ligne. Les seules installations de sécurité sont liées au passage à niveau. Une seule circulation est admise à la fois sur l'ensemble de la ligne, ce qui élimine les risques de nez à nez ou de rattrapage. Le trafic voyageur n'y est en principe pas autorisé, sauf par dérogation pour des trains touristiques par exemple. Sur une VUTR, il existe deux types de desserte. La première, dite en antenne, lorsqu'elle est effectuée par un train qui effectue l'aller-retour. C'est le cas de la livraison d'une rame sur un embranchement particulier avec retour de la locomotive haut le pied dans la foulée ou inversement. La seconde est dite terminus origine, lorsque le train prend naissance ou prend fin dans un embranchement particulier, comme c'est notre cas aujourd'hui.
Nous arrivons maintenant en gare de Bar-sur-Seine. Historiquement, cette ancienne cité médiévale marquait la frontière entre la Champagne et la Bourgogne. L'arrivée du chemin de fer le 20 juillet 1862, avec l'ouverture de la section depuis Troyes, a modifié la configuration de la ville en déplaçant une partie des activités industrielles vers le nouveau quartier de la gare. Cette gare s'intègre dans la ligne de Troyes à Gray, une transversale non électrifiée construite par étapes par la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Après le premier tronçon de 1862, les rails ont atteint Châtillon-sur-Seine le 19 octobre 1868, avant que la jonction finale vers la Haute-Saône ne soit inaugurée le 27 octobre 1888. Concernant l'exploitation, la ligne assurait un service de voyageurs ainsi qu'un trafic de marchandises centré sur les ressources locales, le bois, la pierre et les céréales. En 1914, 8 trains partaient chaque jour de Troyes, dont 4 effectuaient la liaison directe complète vers Gray. Les omnibus reliaient alors Troyes à Polizeau en 1 heure et Troyes à Gray en 5 à 6 heures. Le service voyageur a été supprimé par section, d'abord entre Châtillon et Gray en 1938, puis entre Troyes et Châtillon en 1980, date à laquelle la section de ligne Troyes-Polizeau fut reclassée en VUTR. La traversée du village de Bourguignon comporte 2 passages à niveau rapprochés, les PN 28 et 27. La commande radio de ces 2 passages est commune. Le numéro 27, encadré en noir, indique à l'agent d'accompagnement le passage à niveau dont il doit actionner la commande.
Commande commune des passages à niveau signifie aussi signalisation commune de franchissement conditionnel. Les deux feux verts allumés confirment bien la fermeture des PN 28 et 27.
Juste avant Courtenay, nous franchissons le canal d'Amné du lac d'Orient. Cet ouvrage artificiel de près de 13 km de long, mis en service en 1966, sert à alimenter le lac réservoir Seine, une immense infrastructure conçue pour réguler les humeurs du fleuve, protégeant ainsi l'agglomération de Troyes et, plus en aval, le bassin parisien contre les crues historiques. Le canal prend sa source ici grâce à un barrage de dérivation installé sur la Seine. L'eau y est prélevée naturellement par simple gravité, sans l'aide de pompe. Elle s'écoule d'abord à ciel ouvert dans une grande tranchée maçonnée, passe sous notre voie ferrée, puis s'engouffre, juste après notre point de passage, dans un tunnel souterrain de 1,5 km creusé sous la colline pour basculer vers la forêt d'Orient. Ce canal débouche directement dans le lac d'Orient, un des plus grands lacs artificiels de France métropolitaine avec ses 2300 hectares de superficie, devancé notamment par le lac du Der-Chantecoq en Champagne également, ou le lac de Serponçon dans les Alpes. L'ensemble de ce complexe hydraulique fonctionne selon un rythme saisonnier. En hiver et au printemps, du 1er novembre au 30 juin, c'est la phase de remplissage. Le canal de Courtenay est ouvert au maximum pour capter les surplus d'eau de la Seine en période de hautes eaux, permettant de stocker jusqu'à 205 millions de mètres cubes. En été et en automne, à partir du 1er juillet, la tendance s'inverse. Les vannes de Courtenay sont hermétiquement fermées car la Seine est au plus bas. Pour éviter que le fleuve ne s'assèche et pour maintenir la salubrité de l'eau jusqu'à Paris, le lac d'Orient se vide alors progressivement. Cette restitution ne passe pas par notre canal, mais s'effectue plus au nord, juste aux portes de Troyes, via un canal de restitution distinct appelé le canal de la Morge.
Aux abords du kilomètre 191,2, après la traversée du village de Courtenau, nous passons à proximité de l'ancienne gare sur notre gauche. Elle était autrefois dotée d'une voie d'évitement et d'une cour à marchandises.
C'est en approchant de l'ancienne gare de Fouchervaux que nous traversons la Seine par ce viaduc de 75 mètres. Ce fleuve majeur, d'une longueur totale de 776 km, prend sa source sur le plateau de Langres à 446 mètres d'altitude et s'écoule ici, dans le département de l'Aube, à une vitesse printanière moyenne de 2,5 km par heure. À ce stade de son cours supérieur, la Seine est encore une rivière étroite et calme qui serpente à environ 135 mètres d'altitude, bien avant de recevoir l'apport de ses grands affluents comme l'Aube, la Marne ou l'Yonne. Notre train ayant pour terminus le port de Rouen, il suivra tout au long de son parcours, de près ou de loin, le cours de ce fleuve aux multiples méandres. L'eau que nous franchissons ici mettra une dizaine de jours, d'après son débit printanier, pour parcourir les 525 km qui la séparent de notre quai de chargement. Par le rail, l'itinéraire est plus direct. Notre convoi n'aura à parcourir que 330 km pour atteindre cette même destination dès demain matin, après un stationnement nocturne dans le triage de Bobigny.
kilomètre 184,1, nous atteignons l'ancienne gare de Saint-Pars-les-Vaudes, dont le bâtiment voyageur de type Est, à 2 étages, est aujourd'hui reconverti en habitation privée. Cette gare disposait autrefois d'une importante activité de fret grâce à des voies de garage et des embranchements particuliers. Ces installations servaient principalement à l'expédition des briques et des tuiles de la grande tuilerie mécanique locale, dont nous apercevons les bâtiments ici à droite, qui exploitaient les gisements d'argile de la vallée et employaient jusqu'à 140 ouvriers dans les années 1950 pour ravitailler les chantiers de reconstruction français. Ce pôle industriel complétait un riche passé économique lié à l'énergie de la Seine, qui alimentait en amont le moulin Mestanier, une imposante minoterie de 4 étages, entièrement détruite par un incendie en 1911.
Au kilomètre 180,4, nous passons dans l'ancienne gare de Clairet, qui disposait également d'une voie d'évitement pour le croisement des trains ainsi qu'une halte marchandises.
kilomètre 177 s'établissait l'ancienne gare de Saint-Thibault, aujourd'hui disparue. Davantage présente sur les VUSS, les voies uniques à signalisation simplifiée. Cette pancarte mi-blanche, mi-noire repère l'approche d'établissements pleine ligne n'assurant pas le cantonnement et comportant des aiguilles qui ne sont pas munies de dispositifs d'immobilisation. Dans notre cas, c'est l'installation terminale embranchée de Buchères qui nous est annoncée juste avant de passer sous l'autoroute A5. Ce chevron point en bas marque le repère d'entrée de l'établissement de Buchères-Verrières. Sur la gauche, nous apercevons tout d'abord les cheminées de l'usine Dis-l'Aube, une contraction de Distillerie de l'Aube. Filiale du groupe sucrier Cristal Union, elle est spécialisée dans la chimie verte, en valorisant l'éthanol agricole issu des betteraves locales pour la parfumerie. Elle régénère également des solvants industriels usagés. Sur notre droite, l'imposante silhouette des silos du groupe coopératif Vivessia de Buchères et un train chargé de céréales en attente de départ dans l'après-midi. Premier collecteur de céréales de France, Vivessia rassemble plus de 9000 agriculteurs actionnaires du quart nord-est du pays. Né en 2012 de la fusion entre Champagne Céréales et Nourricia, le groupe collecte chaque année environ 3,5 millions de tonnes de grains à travers un réseau de 240 silos de proximité. Ces installations de Buchères s'inscrivent au cœur de la plaine de l'Aube, un département hautement productif qui génère à lui seul une moyenne de 1,5 million de tonnes de grains par an, s'imposant comme un bassin stratégique pour le blé et l'orge. Ce marché de la collecte régionale est partagé avec un concurrent historique, le groupe Soufflet, propriétaire du silo de Polizo. Soufflet Agriculture, intégré au pôle coopératif InVivo, dispute chaque secteur à Vivessia à travers leurs filiales de transformation respectives, opposant d'un côté les moulins Soufflet et Malterie Soufflet, et de l'autre les grands moulins de Paris et Malterop. Le silo ferroviaire de Polizo assure un stockage multi-espèces des céréales et des oléagineux de la vallée, colza, blé, orge, tournesol, maïs. Concernant l'orge, la logistique s'adapte précisément à la demande internationale selon 3 filières distinctes. Le grain peut être exporté brut en tant que fourrage pour l'alimentation animale,
expédiés vers des malteries extérieures indépendantes pour l'orge brassicole, ou transformés directement sur place en malt. Le fonctionnement d'une malterie repose sur un cycle biologique et thermique précis d'environ 7 jours, conçu pour modifier la structure interne du grain et rendre son amidon soluble. Tout commence par la trempe, une phase de 30 à 44 heures, alternant des cycles d'immersion sous l'eau et de ventilation afin de porter l'humidité du grain de 14% à environ 42%. Vient ensuite la germination, qui dure 4 à 5 jours à une température constante de 15 degrés Celsius. Le grain y est régulièrement retourné pour homogénéiser le lit de céréales, réguler la chaleur et activer les enzymes. Enfin, le cycle s'achève par le touraillage, un séchage progressif qui abaisse l'humidité du malt vert à moins de 5%, avant un traitement thermique final, appelé coup de feu, entre 80 degrés Celsius et 120 degrés Celsius, qui stabilise le produit et développe ses arômes. C'est ce malt d'orge fini qui constitue la cargaison de notre train, en route pour l'exportation via le port de Rouen.
présent Lauzun. Cette petite rivière de la plaine auboise, longue d'une vingtaine de kilomètres, prend sa source à proximité d'Île-aux-Monts pour se jeter dans la Seine toute proche. Quelques instants plus tard, c'est au tour de la Hurande d'être franchie par les rails. Moins connue que ses voisines, cette petite rivière n'en reste pas moins un affluent direct de la Seine. Pour ceux qui ont tenu jusqu'ici, encore un petit effort, nous approchons du but. Malgré nos quelques minutes d'avance sur la marche, ce signal de forme circulaire nous présente un feu vert. Il nous annonce que le signal protégeant la bifurcation de Saint-Julien est ouvert. Nous sommes autorisés à sortir de la VUTR. Nous passons maintenant sous un pont ferroviaire supportant l'ancienne ligne qui reliait autrefois Troyes à Saint-Florentin-Verginy. Ouverte en 1891 par la Compagnie de l'Est et longue de 52 km, cette voie avait à l'origine un rôle hautement stratégique en reliant Lyon et l'Aube. Fermée définitivement aux voyageurs en 1996, puis laissée à l'abandon, elle s'apprête aujourd'hui à entamer une toute nouvelle vie. Ces rails sont en cours de dépose pour laisser place à une grande voie verte de plus de 40 km afin de relier le canal de Bourgogne aux voies vertes des Grands Lacs de l'Aube. Cette pancarte nous indique le retour de la radio Sol-Train GSMR que nous devons allumer sur le canal 4. La gare de Saint-Julien-les-Vidas était autrefois au cœur d'une bifurcation majeure. Ce sont bien 4 lignes qui se rejoignaient ici. La première, la nôtre, en provenance de Polizeau, immédiatement à droite, la voie en provenance de Saint-Florentin-Verginy, sous laquelle nous venons de passer. On retrouve ensuite les 2 voies de la célèbre ligne 4 Paris-Mulhouse. Et enfin, tout à droite, une ancienne ligne de 42 km, initialement à double voie, vers Brienne-le-Château, intégralement fermée depuis 2022.
fois notre train entièrement parvenu sur voie 2, la vitesse limite sera de 100 km/h. Cette zone 140, destinée aux seuls trains automoteurs, ne nous concerne pas. En revanche, ce feu jaune clignotant, implanté sur le signal F169,2, nous indique que le signal de sortie en gare de Troyes est fermé et qu'il est implanté à distance réduite du signal d'entrée. Ouverte dans sa totalité en 1858 par la Compagnie des chemins de fer de l'Est, la ligne 4, grande artère radiale de 492 km, présente la particularité d'être restée le dernier axe majeur non électrifié au départ de la capitale, exploité exclusivement en traction thermique, notamment par les célèbres locomotives diesel CC 72000. L'infrastructure connaît aujourd'hui sa plus importante mutation technique avec un chantier d'électrification. Après la mise en service d'une première section jusqu'à Nogent-sur-Seine en 2022, la seconde phase des travaux est en cours sur les 55 km séparant Nogent-sur-Seine de Troyes. Ce projet lourd implique le rehaussement ou la modification de nombreux ouvrages d'art pour dégager le gabarit nécessaire à la caténaire, le déroulage des fils de contact, ainsi que la construction de sous-stations électriques pour l'alimentation de la ligne. La mise en service complète de cette section est planifiée pour l'été 2028. Nous faisons notre entrée en gare de Troyes, située au point kilométrique 166. Inauguré dans sa configuration actuelle en 1912 par la Compagnie de l'Est, le site se caractérise par son bâtiment voyageur monumental de style néoclassique, conçu par l'architecte Paul-Adrien Gouny, associant une structure en pierre de taille à des parements de briques
ainsi qu'à un faisceau de voies à quai protégé par une grande marquise historique en fer forgé riveté. Capitale historique de la Champagne méridionale, épargnée par les destructions des 2 guerres mondiales, le cœur urbain de Troyes abrite l'une des plus fortes concentrations d'Europe de maisons à pans de bois, un ensemble architectural remarquable, reconstruit après le grand incendie de 1524. Un arrêt S, dit arrêt de service, est prévu dans notre marche, afin de libérer l'agent d'accompagnement. C'est face aux escaliers du passage souterrain, menant au poste d'aiguillage installé sur le quai à droite, que nous marquons cet arrêt. Il est prévu que nous repartions à 9h52, soit 5 minutes après le départ de ce TER à gauche, en direction de Paris-Est. Remise en marche jusqu'au signal de sortie afin de libérer l'itinéraire côté Mulhouse. Arrêt et immobilisation en bout de quai afin d'attendre le départ du TER. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à l'agent d'accompagnement de m'avoir permis de filmer cette belle desserte. Et à bientôt pour la suite du trajet jusqu'à Bobigny.